Merci beaucoup, merci Michel, merci pour la collaboration. Et je ne peux pas échapper de demander d'abord une apologie de la part des gens qui sont avec nous maintenant. Je parle cette langue, mais je ne dis pas que je parle bien. Alors, le français, ce n'est pas mon langue d'origine. En effet, je ne sais pas si je parle des français ou je parle québécois. Moi, j'ai appris mon français au Québec. Alors, mon collègue Adnan Bellout, quand on fait des formations pour l'Afrique, les Africains, il a dit que depuis que j'habite en Espagne, la qualité de mon français a détérioré. Et à ce moment, je demande, c'est une apologie. Je vais faire le mieux que je peux, mais j'espère que ça va être correct. Et je ne peux pas ajouter plus que ça. Et écoutez, je suis en Madrid maintenant, je suis en Espagne et j'étais prof pendant 18 hivers à l'université à Montréal, à l'université de Montréal et à l'université McGill au Canada. Et depuis maintenant 18 ans presque, je suis en Espagne. En français, il y a des expressions magnifiques. Il m'a dit, pourquoi vous êtes en Espagne? Est-ce que c'est pour Essade? Parce qu'ils ont te donné la chair. Moi, il dit, non, non, cherchez la femme. C'est ma femme. Elle est espagnole. Alors, il a dit qu'elle veut... Et toujours, je dis que les femmes sont beaucoup plus intelligentes que les hommes parce que moi, j'aime beaucoup faire la recherche. Et nous, au Canada, on a pensé qu'en Europe, ils ne sont pas capables, surtout en Espagne, de faire la recherche. Et sa réponse a été, s'ils ne font pas, je vais l'enseigner. Et comme ça, on a terminé, ça fait 18 ans en Espagne. J'ai appris l'espagnol de la même façon que j'ai appris le français et quand j'étais à Montréal. Et je suis une personne très, très contente. Je peux vous dire que c'est pas une misère que j'habite en Espagne. Et maintenant, je suis avec une nouvelle école de gestion. Après que j'ai pris ma retraite, ça fait 5 ans des SADE, école de management assez connue du monde. Maintenant, on a créé une nouvelle école de gestion, qui s'appelle Adventere. Il est à Madrid. Et moi, si on parle de futur de travail, je suis déjà un produit de cette futur de travail parce que j'habite à Barcelone, je travaille à Madrid, et je fais 2 tiers de mon travail virtuel, une tiers je fais physique, face à face, quand je devrais donner mes cours, quand j'ai des événements, et on veut parler de tout ça. Alors, la question que vous pouvez me poser, pourquoi le futur du travail? Alors, moi, je suis un agent de changement. Je suis un peu un Don Quichotte, dans le sens que je vais changer le monde. Mais je pense que si on veut changer le monde, ça nous prend 3 outils. Tous les agents de changement ont besoin de 3 outils. Ça prend un concept, aux théories, au modèle. Ça prend une méthodologie pour appliquer le concept. Et ça prend des, disons, des mesures. Euh, Parce que si on ne peut pas définir ça, ce qu'on veut dire, ça va être joli, ça va être gentil, mais ça va être pas pratique. Et là, il est né l'idée de le DBA, qui est exactement dans la mission de DBA qu'on a maintenant. C'est le mi-chemin entre la théorie académique, mais la pratique. On a besoin d'aider. On a besoin d'aider pour vraiment aider les leaders, aider les gestionnaires, aider tout le monde, à nous-mêmes, affectés du changement. Alors, en ESSAD, j'ai dirigé un chaire sur le futur du travail, où est-ce qu'on a publié des articles de style, moi je dirais, la moitié scientifique, avec les rigueurs scientifiques, mais l'autre métier un peu comme Jules Verne, un peu d'imagination, parce que le futur, on n'a pas vu. Le futur, on peut parler de futur, et je ne sais pas dans mon âge, si, même si je vais voir tout ce que j'ai dit que on va affronter dans le futur. Mais de toute façon, je suis prêt à... Moi, une chose que c'est clair, que moi, je suis arrivé à la conclusion qu'on n'est pas préparé pour les nouveaux
à futur de travail. Le travail était un changement brutal. La société, l'université, l'organisation, les corporations et nous-mêmes, on est un peu perdus. Et parce qu'on est un peu perdu, moi je dis que je vais peut-être ajouter mes petites ajouts pour aider des personnes de développer les, ça c'est les mots en français que toujours j'ai besoin de boussoles, les boussoles compass, non? Les boussoles les boussoles pour nous-mêmes et les boussoles pour la société, parce que ça serait pas mal qu'on va aider même notre politicien d'avoir une boussole, qui vont comprendre où est-ce qu'on s'en va. Je pense qu'on va avoir un monde beaucoup plus. Alors, le futur du travail, pour moi d'abord, c'est pas quelque chose qui représente une menace. Moi, je vois le futur comme une opportunité. Et dans les 20 minutes qui me restent, je vais partager avec vous les éléments essentiels pourquoi je vois le futur du travail comme un défi, mais aussi une opportunité pour plusieurs d'entre nous. La plupart de mes idées ne sont pas nées parce que je suis tellement intelligent, je suis seul. Non, non, je suis entouré avec des personnes qui sont beaucoup plus intelligentes que moi. Je suis entouré avec une personne que chaque projet que nous avons ensemble, qu'on travaille, par exemple, un livre, les livres, la production de livres, ça, il est converti en un processus d'apprentissage. Parce que si tu es entouré avec des personnes intelligentes, quand tu travailles ensemble, tu apprends. Aujourd'hui, l'apprentissage est fait de tout le monde. On prend de notre collègue, on prend de notre professeur, on prend de notre enfant et on prend de notre collègue. Alors, ça fait maintenant 10 ans ou plus. Je travaillais avec Mario Reich. Et lui, c'est un futurologue. Il avait beaucoup d'expérience pratique parce qu'il était vice-président des grandes compagnies financières, Citibank, etc., avant qu'il est devenu académique. Et il parle pas des futurs du travail, mais il parle des futurs de la société. Il m'a séduit aussi de collaborer avec lui et écrire 2 ou 3 livres sur le futur en général. Dès le futur en général, on veut réduire ça à le futur du travail. Pour moi, ça serait beaucoup plus facile parce que je suis un psychologue de travail. J'étais formé en gestion des ressources humaines quand je fais mon doctorat. Alors, l'angle de travail, l'angle de la gestion de personnes, je suis un peu plus à l'aise que parler de la société en général, mais j'ai appris énormément de Mario. Alors, on a écrit un livre qui s'appelle, ce livre, il n'est pas encore traduit en français, je m'excuse, il est disponible en allemand, il est disponible en russe, il est disponible en portugais, mais on n'a pas traduit ça en français. En anglais, ça s'appelle Beyond Business and Society in Transformation. C'est intéressant parce que Mario, à partir de Mario, c'est la première fois que j'ai entendu la différence entre transformation et changement. Parce que changement, si on change quelque chose, on n'est pas content, on peut revenir. Quand on fait la transformation, on peut pas aller au passé. Et nous, on est maintenant dans un monde de transformation. Ça veut dire, imaginez-vous et votre vie sans votre petite petit téléphone intelligent. Ça veut dire, ça fait 10 ans, on a utilisé seulement pour communiquer. Aujourd'hui, il nous donne l'agenda, les plans, les répondre aux questions qu'on a avec un programme intégré d'intelligence artificielle, etc., etc. Et même les inventeurs de cet appareil, ça fait maintenant en 1985. Moi, j'étais professeur invité à Boston et j'avais la grande chance de connaître Steve Jobs. En effet, j'ai amené Steve Jobs avec moi à mon classe de MBA à Boston parce que Steve Jobs, c'était une classe sur le recrutement et il a partagé avec mes étudiants comment est-ce qu'elle a recruté les ingénieurs qui sont travaillés à cette époque sur la Mac, le Macintosh. Il n'a même pas imaginé qu'une journée, il va inventer les iPhones. Alors, même les gens créatifs ne savent pas jusqu'à où
ils vont aller. Et moi aussi, moi, je ne sais pas. Moi, je travaille maintenant avec les médecins, moi, je travaille avec les psychologues, moi, je travaille avec les gens en statistique. Et de chacun, j'apprends quelque chose. Alors, avec Mario, on a écrit un livre, 7 livres. On a fait beaucoup de prédictions des choses qui vont arriver dans le futur. Et c'est intéressant, le livre a été publié en 2010. Et on a parlé de la pandémie ou épidémie, on a parlé des terrorismes, on a parlé des crises d'immigration et regardez qu'est-ce qui arrive maintenant à ces jours. Tous, presque la plupart de nos prédictions a devenu réalité. Ça m'a donné des renforcements d'écrire un peu plus sur la future des travail. Même, j'ai dit que la notion de travail est en plein d'évolution. La façon qu'on définit le travail aujourd'hui ne sera pas la même façon qu'on le définit dans le futur. Alors ça, c'est Mario Reich. Et Dave Ulrich, si vous connaissez, c'est peut-être le gourou numéro un en monde dans la gestion de personnes. J'avais la grande chance d'être son ami. J'avais la grande chance de publier avec lui quelques articles. Et maintenant, après 4 ans de travail ensemble, on a publié aussi un livre qui s'appelle The Future of Work, et le futur du travail. Toujours, il n'est pas disponible en français. Une journée, on va le préparer. Mais la version espagnole, elle est maintenant en train d'être préparée. Il est 15 chapitres. Chaque chapitre, il a un titre. Où est-ce que quelques de ces titres je vais présenter ici? Et Chad Albrecht, c'est la troisième grand gourou. Il était mon étudiant de doctorat, ça fait longtemps. Il est la communauté mormone de Utah avec son frère, qui est aussi académique, avec son père, qui est académique, les trois. Ils ont établi la première compagnie mondiale qui offre des textes, des cours virtuels, des années entre la pandémie. Ça, ce sont visionnaires. Et si vous voulez voir, la compagnie s'appelle MyEducator. Merci, Chad, pour qu'avec mes livres, MyEducator, avec les 27 000 étudiants que j'ai, mais je ne donne pas de cours. J'ai une équipe qui donne des cours. C'est notre concept de MyEducator. Vous pourrez connaître. Alors, avec les trois, on a écrit les livres sur les concepts de travail. Et on a différentes hypothèses de base quand on fait notre voyage de, euh, sur les futurs de travail. Mon hypothèse de base avait et A trois éléments. Le premier élément, c'est il faut vraiment entendre les talents. On a tous les talents. Tout le monde a les talents. La question est, c'est quoi votre talent? Quand on veut les utiliser? Quel type de talent on devrait développer? Et tout ça pour réussir dans les nouvelles exigences du futur. Je peux vous dire aussi que je viens de terminer, non, ça fait maintenant 2 ans, j'ai terminé une étude sur le nouvel rôle de la zone digitale de Barcelone, ça s'appelle Arroba 22, où est-ce qu'il y a presque 3000 compagnies toutes digitales. On a étudié un peu qu'est-ce que ça prend pour réussir dans les compagnies qui sont de haute technologie. Et la grande surprise pour moi, que ce n'était pas les habiletés techniques, mais c'était les habiletés, s'appelle soft, humaines. Ça veut dire être capable de travailler en sein d'équipe, être capable de changer, de rechanger, de faire l'apprentissage continu, etc., etc., sont toutes sortes de choses qu'à l'université, ils ne nous préparent pas. Parce qu'une université normale, typique, nous prépare pour les habiletés un peu plus techniques, la comptabilité, la technologie, tout ça. Alors, ça, c'est le premier élément. Le deuxième, est on devrait avoir la passion. Parce que la passion, c'est le seul élément qui garantit la soutenabilité des choses qu'on fait. Si on perd la passion, ça veut dire qu'on ne peut pas chercher l'excellence. Écoutez, avoir la passion sans avoir la compétence, ça nous rend un ningun et place. Ça ne nous aide pas. Avoir la compétence sans avoir la passion, on peut être bon.
mais on ne peut pas être excellent. La tâche des leaders de futur est chercher des façons de combiner la passion, les talents avec la compétence technique. Et c'est ça le message principal. Et finalement, les voyages pour l'excellence au deuxième cycle, il faut garder notre éthique. Le boussole d'éthique est très important. On n'est pas là seulement pour faire de l'argent et des appareils. On est là pour continuer. Et toutes mes études et toute notre connaissance disent qu'on devrait avoir dans le boussole éléments des éthiques. Étant donné tout ça, on va identifier peut-être les trois forces principales qui expliquent la future du travail. Tout ça, on explique aussi dans notre livre récent, Beyond Cyberness. C'est un livre que j'écris avec Mario Reich. Pourtant, on devrait être courageux d'inventer de nouveaux termes. Parce qu'on ne peut pas utiliser les termes actuels pour parler des choses qui vont arriver dans le futur. Cyberness, c'est un parmi ces nouveaux termes. J'ai inventé trois, quatre d'autres que maintenant les gens commencent à utiliser. Pardon. Et Cyberness, c'est un état de futur positif. Je suis fâché pour tout le monde. Je sais que dans la média, c'est plus facile de vendre le pessimisme, créer les peurs. Et moi, je suis le contraire. Moi, je suis optimiste jusqu'à ce que je vais mourir. Je ne vais jamais perdre la souris. Jamais. Et alors, il faut laisser les gens avoir des rêves. Et normalement, on rêve en fonction de notre expérience. Mais les rêves, de nouveau, il faut créer des scénarios nouveaux où est-ce qu'on peut avoir des rêves positifs. Et ça, c'est le livre Cyberness. Alors, on a trois forces importantes qui vont changer notre futur. La première que tout le monde sait, et ce ne serait pas de nouveauté, c'est la technologie. La technologie nous rend à la transformation brutale. Aujourd'hui, on ne peut pas imaginer travailler sans la dernière technologie. On ne peut pas, et si ça fait quelques années, et on n'était pas capable de réussir dans la vie sans être capable de lire et écrire, aujourd'hui, sans avoir les connaissances digitales, numériques, on est perdu. On est perdu, on va être toujours plus perdu. Alors, la technologie change tout. Deuxième chose, c'est on vit dans un monde global. Je sais que Donald Trump et compagnie, ils veulent séparer, ils pensent qu'ils sont une île qui s'appelle aux États-Unis. Ils ne vont pas réussir, je peux vous dire. Et ça, c'est notre production. Je sais que je ne vais pas entrer dans la politique, mais tu ne peux pas faire la lutte à votre voisin du Nord, avec votre voisin du Sud, avec l'Europe, avec... Non, non, non. Ça, c'est pas soutenable. On verra, ça, c'est ma prédiction. Mais le monde du travail a devenu virtuel. On est maintenant dans le monde virtuel. C'est ce qu'on fait le DBA. Si c'était seulement à Luxembourg, ça ne va pas durer plus qu'un an. Mais avec la vision du professeur Kalika, maintenant, on est DBA virtuel dans plusieurs langues, dans plusieurs professeurs. Et c'est très riche. La tâche est énorme, c'est évident, c'est la coordination et continuer la vision et assurer la qualité. Mais l'équipe de Michel s'occupe de ça pour le moment de façon magnifique. Alors, virtualité et monde global, on n'a pas de frontières. Il faut oublier la notion de frontières. La frontière physique, pour ça, ce qu'on fait nous, ça n'existe pas. Et la troisième chose, c'est les choses peut-être les plus problématiques. Et moi, je dis qu'il faut entrer dans un mode de créativité permanente. Et ce n'est pas facile parce qu'on est attrapé dans notre zone de confortabilité, comfort zone. On pense que si on est bon aujourd'hui, on serait bon demain. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui aiment le foot, le soccer, le football. Une équipe qui est très bonne aujourd'hui, s'ils ne vont pas avoir la vision pour préparer pour le futur, ils ne vont jamais garder.
la tête. Aujourd'hui, tout ce qu'on voit dans le monde du football, il est vrai aussi dans le monde de l'entreprise. Les compagnies, l'université, ils perdent leur qualité, ils perdent leur place dans la hiérarchie s'ils ne vont pas innover. Et innover, ça veut dire prendre un risque, c'est un risque calculé. Si tu veux innover un peu plus, créer, tu veux prendre un plus risque. Si tu veux innover beaucoup, regarde la courbe de U inversée, la distance entre l'innovation, des vraies innovations, et la stupidité est très proche. Parce que si tu veux penser out of the box, tu veux prendre un risque. Moi, je suis prêt à prendre le risque. C'est pas parce que je suis prépotente ou très, non, parce que penser différemment, sans risque. Écoutez, j'écris beaucoup de livres, mais je suis arrivé à la conclusion aussi que même les entreprises, et j'appelle ça entreprise, même s'il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent aujourd'hui, ça va laisser un peu agité. Moi, je dis que tous, on est gérant d'entreprise. Parce que si vous avez des partenaires, si vous êtes marié, vous avez une entreprise. C'est une entreprise. Et cette entreprise, ils ont des enfants. Et tout le monde veut donner à notre enfant la meilleure éducation. Mais on n'a pas des outils. C'est pour ça que moi, j'écris livres pour les enfants, pour donner des valeurs, pour aider l'entreprise qui s'appelle famille, les parents, l'éducateur, parce qu'on sait qu'à travers des petits contes aux enfants, on peut glisser les messages sur l'importance des valeurs pour les enfants. Parce qu'avoir des formations formelles, ce n'est pas suffisant pour réussir dans la vie. Il faut combiner ça avec les valeurs et les valeurs qui sont valeurs appropriées. Alors, les trois forces sont celles-là. Moi, je pense qu'on est dans âge de transformation. Écoutez, je parle de transformation, je parle de changement. Je sais que je répète, mais quand il y a des notions qui sont nouvelles, il faut le répéter. C'est la seule façon qu'on ne veut pas oublier. C'est rapide et il faut préparer pour ça. Et la plupart des personnes, on n'est pas préparé pour ça. Je pense que 50% de l'entreprise prévoit d'adopter l'intelligence artificielle. Là, c'était la prédiction de McKinsey pour 2025. Moi, je pense que maintenant, les chiffres ont augmenté. Et si on parle de la perte d'emploi, moi, je dis que d'ici 2030, et ça, c'est des données que j'ai prises des World Economic Forum, qui disent que 85 millions d'emplois pourraient disparaître, c'est vrai, mais 97 millions de nouveaux postes pouvaient être émergés. Ça veut dire, on parle de reskilling, on parle de quelque chose de différent. Ça me rappelle un peu ça ce qui est arrivé dans l'époque de la révolution industrielle. Maintenant, c'est exact. C'est vrai pour tout le monde? Non. Moi, je pense que tout le monde, que pour le moment, ils font des travaux mécaniques, répétitifs. Les robots vont faire des meilleurs travaux, sans doute, et ils vont perdre l'emploi. Parce que les robots, ils n'arrêtent pas, ils ne sont pas syndiqués, ils peuvent travailler 24 heures, et on voit ça déjà dans plusieurs secteurs. Mais le travail intellectuel, le travail que moi je pense que nous, la seule chose qu'on avait besoin chaque fois, d'apprendre plus, d'adapter, d'apprendre plus. Et là, les robots ne peuvent pas nous remplacer. Dans, dans ce point, je suis très optimistique. Professeur, L'économie, professeur Dolan, 5 minutes. 5 minutes, je tenais 86 millions d'Américains, ils vont être indépendants. Ça veut dire que beaucoup de personnes maintenant, on n'a pas besoin de grandes entreprises pour réussir dans le futur. On a des petites entreprises qu'on peut réussir, on peut avoir des succès. Les travailleurs, moi je vais aller un peu plus vite. Il y a une chose que peut-être ça va être sujet des étudiants maintenant qui m'écoutent, qui les intéresse la santé. Euh, Déjà, on sait que la santé mentale était en péril. Moi, je pense avec les nouveaux changements dans le travail et la manque de boussole
clair, ça va augmenter le stress et il faut développer des concepts pour mesurer le stress chronique, surtout pas le stress aigu, et afin de faire la prévention. Moi, je vais aller peut-être vers la fin et mes diapositives, si vous voulez nous contacter, vous pourrez avoir tout ce que vous voulez, ou bien vous pouvez peut-être aller dans les colonnes que j'ai à l'European Business Review, où est-ce que tous les articles que je parle sous différents angles de futur, ils ont à publier là, ou les livres. Moi, je pense qu'un défi important serait comment est-ce qu'on se prépare pour collaborer, pas avec un avec l'autre, mais avec les nouvelles machines équipées avec l'intelligence artificielle. Les conclusions. Le futur du travail est centré sur l'humain. Jamais les robots ne vont pas remplacer les humains. Et moi, je suis très optimistique. Moi, je vois tout ce qui arrive comme opportunité plutôt comme une menace. Et j'ai dit que les trois angles, il faut avoir de changer les pensées. Les pensées vont être plutôt techniques, technologiques, plutôt globales et plutôt créatives. J'espère que les personnes qui ont écouté ça, ils vont chercher peut-être écrire en thèse dans le domaine du futur du travail, langue et votre langue. Je suis entouré avec une équipe magnifique de personnes qui sont passionnées et personnes qui ont besoin de diriger des étudiants qui veulent faire leur thèse dans un an sur le futur du travail. Merci et merci pour le temps que vous avez m'accordé. Merci beaucoup, professeur Dolan, pour cette présentation extrêmement inspirante, euh, dynamique et pour toutes les pistes que vous avez tracées. On peut prendre quelques questions dans le temps imparti, mais moi, j'ai une question qui me préoccupe en tant que président du Business Science Institute, en tant que directeur de thèse et qui est directement au cœur de votre sujet. Quelle va être l'influence de l'intelligence artificielle sur le travail de thèse? Parce que un projet de DBA, c'est un travail, on le sait, c'est un travail intellectuel, c'est un travail matériel. Et la question que je me pose, et c'est une question à laquelle nous sommes confrontés, est de savoir, de votre point de vue, de ton point de vue, quelle sera l'influence de l'intelligence artificielle sur le DBA, sur notre propre produit. Moi, je pense qu'on va traverser maintenant un ou deux, peut-être 3 ans de problèmes d'incertitude. On ne sait pas. Je pense que c'est un grand problème. Je pense qu'il y a des personnes peut-être qui vont utiliser de façon assez intelligente l'opportunité disons, de copier, de recopier, de compiler, de recompiler, sans que nous, comme directeur de thèse, comme commission, on peut les détecter. Mais moi, je pense que la plupart des personnes qui vont faire les DBA avec nous vont être personnes d'éthique. Et l'éthique dit que c'est pas qu'on ne peut pas utiliser l'intelligence artificielle, qu'on devrait citer exactement qu'est-ce qu'on a utilisé et qu'est-ce qu'on a ajouté. C'est pas grave. Si vous retournez à mon première diapositive, vous verrez que la plupart de mes images sont images créées avec l'intelligence artificielle. C'est pas moi qui est l'artiste. J'espère que je vais avoir 10% de la capacité et le talent de le faire. Mais je dis que toutes les images sont faites avec 3, 4, 5 itérations. Où est-ce que je n'étais pas contente avec la première? J'ai dit, pourquoi vous n'avez pas changé ça? Pourquoi finalement, je, je pense que moi, je suis le titulaire, moi, je suis l'auteur de cette image parce que je l'ai créée de façon interactive avec un programme d'intelligence artificielle. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un dans le monde qui peut faire exactement la même chose. Variation, oui. Alors, citer les sources et expliquer exactement qu'est-ce qu'on a fait, je pense que ça serait. On n'a pas d'autre choix,
Mais excepté ça, dans les futurs, je pense aussi qu'on veut développer, c'est comme l'antibiotique et avec la maladie. Si on a une maladie, on a besoin d'antibiotiques. Si on veut utiliser beaucoup d'antibiotiques, il perd l'efficacité. On veut développer des programmes d'intelligence artificielle qui vont détecter la portion qui a été utilisée pour l'intelligence artificielle, la portion qui a été faite. Moi, je pense que ça va arriver. Pour le moment, on devrait méfier à l'éthique professionnelle. Alors, il faut répéter, 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 pas éviter. Répéter ça dans tout notre cours. C'est pas important qu'est-ce qu'on enseigne, il faut le répéter parce que, au final, c'est le même problème que nous, maintenant, on a non, pas seulement les thèses de doctorat, mais on a ça aussi dans tous les travaux que notre étudiant de maîtrise, MBA, etc., ils font maintenant dans notre institution. Oui, alors tu as tout à fait raison. Le problème, il concerne tout l'enseignement supérieur, mais il concerne les parcours doctoraux avec une acuité, une gravité particulière. Parce que dans les DBA, dans les parcours doctoraux, on est supposé créer de la connaissance et non pas seulement reproduire de la connaissance. Alors, tu insistes sur la question d'éthique et ça nous semble très, très important. Il se trouve qu'on est une école doctorale certifiée responsable par l'IRAFPA et pour nous, c'est extrêmement important. Et depuis plus d'un an maintenant, on réfléchit sur la place et le rôle de l'intelligence artificielle dans le programme doctoral en considérant qu'il faut utiliser. On ne peut pas interdire, on ne peut pas freiner l'utilisation des outils qui permettent de gagner du temps, mais il faut utiliser le temps gagné pour réfléchir, pour faire ce que la machine ne fera pas. Et de ce point de vue-là, on est tout à fait aligné et ça fait partie du futur du travail. Le futur du DBA, c'est également le futur du travail. Bien. Monsieur. Écoute, Simon, professeur Dolan, je veux te remercier pour ces deux interventions en anglais et en français. En anglais, on dit inspiring, je crois. Ça crée beaucoup d'idées. Et je suis très heureux que tu nous aies rejoints et très heureux qu'on développe ensemble un nouveau groupe de DBA spécialisé en espagnol, en anglais, en français. Et puis, j'espère te voir en face à face très bientôt. Au revoir et Merci. Au merci à revoir tous tout les le monde. participants. Merci. Merci à vous Bye tous et bye. bonne journée puisque maintenant tu vas intervenir devant des centaines de Il managers m'attend déjà de la à porte. Oui. Madrid. Merci. Au revoir.